Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette conférence qui a pour thème gaz, chaleur, électricité. Quelle complémentarité des réseaux pour atteindre le zéro émission? Je suis Valentin Maillot, chargé de mission et innovation au sein du pôle de compétitivité Tenardis dédié à la transition énergétique dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Tenardis est notamment l'un des 10 sponsors du Salon Mix. Nous animons 6 conférences qui sont proposées sur ces 2 jours et nous avons environ un tiers des exposants du salon qui sont adhérents à Tenardis. C'est donc moi qui vais animer la table ronde qui nous intéresse actuellement. J'ai le plaisir d'accueillir comme intervenant Grégoire Baum, directeur territorial 1 Rhône Lyon Métropole de GRDF. GRDF est le distributeur de gaz et de gaz vert en charge de l'exploitation des réseaux concédés par les communes en France. Vous veillez notamment à la sécurité et à la modernité du réseau et à l'interopérabilité avec les réseaux d'électricité et de chaleur. Personnellement, vous avez rejoint GRDF en 2016 pour créer la première agence d'intervention gaz regroupant tous les métiers d'intervention terrain. Et depuis 2020, vous êtes en charge de la promotion de l'avenir des gaz verts et de leurs nouveaux usages et d'assurer la satisfaction des collectivités territoriales quant à la gestion de leur réseau par GRDF. Merci, bonjour à tous. À vos côtés, Arnaud Berthet, directeur de la stratégie et du développement de Storengy, filiale du groupe Engie rassemblant un millier de collaborateurs en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Storengy assure le développement et l'exploitation d'infrastructures de stockage souterrain de gaz et d'hydrogène depuis 70 ans. Personnellement, vous avez rejoint le groupe Engie il y a 24 ans, d'abord chez GRT Gaz pendant les 10 premières années, puis en 2007, vous vous êtes tourné vers les activités d'exploration et de production en Norvège, puis en Égypte, où vous étiez responsable de la stratégie, du business development et de l'asset management. Vous avez poursuivi votre carrière au Qatar en 2013, en tant que directeur général de la filiale exploitation et production du groupe Engie. Puis de retour en France en 2016, vous avez passé 2 ans en tant que chargé de mission auprès du directeur général adjoint du groupe en charge de la filiale de l'Amérique du Nord et du Royaume-Uni. Et à partir de 2019, vous avez rejoint Storengy pour développer les stockages de gaz et d'hydrogène ainsi que la production de biogaz à l'international. Bonjour à tous. J'accueille également Philippe Guelpa-Bonaro, vice-président de la métropole de Lyon en charge du climat, de l'énergie et de la réduction de la publicité. En tant qu'autorité organisatrice de la distribution d'énergie sur son territoire, la métropole de Lyon articule le développement des réseaux de distribution en cherchant à maximiser l'intégration des énergies renouvelables et de récupération dans le mix métropolitain et accueillir les nouveaux usages de l'énergie et maîtriser les coûts d'investissement et d'exploitation. Monsieur Guelpa-Bonaro, vous portez depuis 2020 l'ambition d'accélérer la transition énergétique et la décarbonation du territoire de la métropole de Lyon. Et vous êtes également pour cela président de l'Agence locale de l'énergie et du climat. Tout à fait, merci. Bonjour. Et pour compléter ce tour de table 100% masculin, nous avons Jean-Pierre Clérec, directeur de la Business Unit Europe de l'Ouest au sein d'Energypool. Energypool a été créé en 2009 pour valoriser la flexibilité de la consommation énergétique des sites industriels. Vous êtes aujourd'hui un acteur mondial sur cette thématique, avec 150 collaborateurs en France, en Allemagne, en Turquie et au Japon. Energypool a depuis développé de nouvelles offres autour de la gestion de la production d'énergie décentralisée et l'accompagnement de vos clients dans la transformation de leurs procédés pour optimiser leur budget énergie et réduire leur empreinte carbone. Personnellement, vous êtes ingénieur, diplômé des mines de Paris. Vous avez travaillé pendant 30 ans au sein du groupe Péchinet, où vous avez notamment dirigé Carbone Savoie, aujourd'hui Tokai Cobex, et premier employeur privé de la Savoie, qui est une entreprise électro-intensive spécialisée dans la production de produits en graphite. Vous avez ensuite pris la direction de projets majeurs dans le domaine hydroélectrique au Cameroun et lancé à ce titre le projet du barrage de Nachtigal de 420 MW, actuellement en cours de construction. En 2019, vous avez rejoint Energypool, où vous dirigez notamment une nouvelle entité dédiée à la transformation et à la décarbonation des procédés industriels. C'est ça. Merci, bonjour à tous. Messieurs, bonjour, et merci d'avoir accepté d'échanger au sein de cette table ronde. Alors, cette thématique de la complémentarité entre les réseaux énergétiques n'est pas nouvelle. Elle est au cœur de la stratégie française depuis des décennies. Alors, pourquoi en parler aujourd'hui? Qu'est-ce qui rend ce sujet si crucial pour l'avenir de notre système énergétique? Monsieur Baum, en tant que gestionnaire de réseau, pouvez-vous nous présenter quelles sont les complémentarités déjà existantes et nous expliquer pourquoi elles ne seront pas suffisantes dans le développement d'un système énergétique zéro émission en 2050? Merci. Rebonjour à tous. Alors effectivement, je pense que c'est important de le préciser, cette complémentarité, on parle de façon prospective en 2050, elle existe déjà.
il y a déjà une complémentarité très forte. L'ELEC aujourd'hui est produite à peu près à 15% à base de gaz. Et puis surtout, dès qu'on a des vagues de froid, de la tension sur le réseau ELEC, on fait appel à la puissance installée en gaz. Lors d'un hiver froid, on va utiliser cette puissance installée qui est à hauteur de 130 gigawatts quand on a 95 gigawatts de puissance installée en ELEC. Donc, elle est plus que nécessaire et on a besoin de ce gaz aujourd'hui qu'on ne sait pas encore remplacer. Il ne faudrait pas aller trop vite pour qu'on mette du charbon à la place et que du coup, le zéro émission passe à la trappe. Ça, c'est le premier point. Et puis, avec le gaz vert, bien sûr, cette complémentarité permet d'aller plus loin vers à la fois l'autonomie énergétique et le zéro émission. Donc l'autonomie énergétique parce que ce gaz vert, ce biométhane, il est produit localement. Il est produit quelques centaines de mètres d'ici dans la station d'épuration de la Fessine. On méthanise les bouts de la station d'épuration et on fait du gaz vert, du biométhane pour la ville de Lyon. Donc il est local et évidemment, on en parle en ce moment, l'autonomie énergétique, dans le cas de la crise russe, c'est une solution qu'il faut plus que jamais pousser et accélérer. Local bien sûr, et puis zéro émission parce que ce gaz vert, il est vert. Le biométhane, il absorbe en fait du carbone. Les plantes absorbent le carbone solaire en fait de l'année et il est restitué au moment de la combustion. Donc on a un bilan carbone équilibré 10 fois meilleur que celui du gaz naturel. Et puis vous l'avez très bien dit, pourquoi il faut la maintenir, cette complémentarité, et même aller plus loin, notamment parce que les 10 années qui viennent vont poser encore plus la question de la résilience du système électrique. Pourquoi ? Parce qu'on a une très forte intensification des usages élec, et donc on a un réseau qui est sous contrainte, des moyens de production complémentaires qui ont été choisis d'aller vers le nucléaire par le gouvernement, mais on sait qu'ils ne seront pas là avant 2037. Donc on va avoir une période délicate. Il y a une étude de l'Institut de l'énergie de Cologne qui fait cette analyse et dit qu'en 2030, si on a un hiver froid comme ceux qu'on a eu assez récemment, en 2012 ou en 97, si on n'a pas de gaz, il va nous manquer 35 à 70 gigawatts de puissance installée en ELEC, et ça va conduire à des coupures de courant. Des coupures d'électricité de 100 à 250 heures. C'est ce qu'ils mesurent dans cette étude. Donc évidemment, c'est une complémentarité plus que nécessaire demain aussi. Et puis la deuxième raison de la complémentarité nécessaire, et la plus à l'horizon 2030, 40 et après, c'est la mise en place grandissante des énergies renouvelables ELEC, solaires et photovoltaïques, avec une production qui est intermittente. Qui dit intermittente dit besoin de stockage, parce que la prod et la conso ne sont pas forcément corrélées en permanence. Une des grandes solutions de stockage qui va se développer, c'est stocker l'ELEC sous forme d'hydrogène par électrolyse. Et là encore, cet hydrogène, on va pouvoir utiliser le réseau de gaz pour la transporter. On a 96% des canalisations de distribution de gaz européennes qui sont prêtes à être converties pour transporter de l'hydrogène. Et cet hydrogène peut aussi être combiné au CO2 biogénique, qui est issu de la méthanisation, pour refaire du CH4, du méthane de synthèse, et donc le réinjecter dans notre réseau. Donc voilà des raisons très fortes pour dire qu'il y a une complémentarité qui existe. Elle doit être renforcée pour la résilience du réseau, et on va en avoir de plus en plus besoin avec du gaz vert pour aller vers du zéro émission. Ok, merci. Monsieur Berthet, en quoi le stockage de gaz en cavité souterraine peut-il contribuer à la fiabilité du réseau de gaz qui est décrit par Monsieur Bohm comme une des clés de voûte du système énergétique ? Quels sont les défis auxquels vous faites face chez Storengy actuellement ? Donc, dans la continuité de ce qui vient d'être dit, c'est vrai qu'une des grandes différences entre un réseau électrique et un réseau gaz, et ce qui finalement justifie sa complémentarité, c'est qu'un réseau électrique va être peu flexible. On ne peut pas stocker l'électricité, donc il faut qu'il y ait un équilibre quasiment en temps réel entre la demande, donc la consommation, et l'offre, la production. Et cette difficulté à avoir de la résilience et de la flexibilité dans ce système électrique nécessite
finalement d'avoir cette complémentarité qui existe depuis longtemps et qui va continuer à exister et se renforcer, parce que le système gaz, lui, par contre, a cette résilience, a cette flexibilité, parce qu'on peut stocker le gaz, et c'est ce que fait aujourd'hui Storengy depuis 70 ans, stocker du gaz naturel, aujourd'hui maintenant du biométhane, du gaz vert, dans le sous-sol, pour, lorsqu'on en a besoin, pouvoir le soutirer et les mettre sur le réseau. Et finalement, cette complémentarité entre le réseau électrique et le réseau gaz, aujourd'hui, et historiquement, elle se traduisait par le fait que lorsqu'il y avait un déficit de production d'électricité, par exemple en hiver, lorsqu'il y a besoin, parce qu'il y a un besoin de chauffage important, il y a besoin de plus d'électricité pour alimenter les clients qui se chauffent à l'électricité, à ce moment-là, le gaz peut être soutiré des stockages et via des centrales à gaz, peut générer de l'électricité. Donc on avait cette complémentarité lorsqu'il y avait un déficit de production sur le réseau électrique. Maintenant, ce que l'on voit dans le cadre de cette transition énergétique et la volonté de verdir aussi le gaz, on voit que l'hydrogène va être aussi un vecteur énergétique qui va permettre d'avoir une complémentarité dans l'autre sens. C'est-à-dire lorsqu'on va avoir un excès d'électricité, et ça on va l'avoir notamment par exemple en été lorsque la production solaire va aller au-delà de la demande en électricité, plutôt que de perdre cette électricité, le stockage sous forme d'hydrogène va permettre de valoriser cette électricité et de la stocker, cette électricité, sur une longue durée. C'est-à-dire qu'on n'en a pas besoin en été, mais on en aura besoin en hiver, et dans des proportions très importantes, parce qu'on peut stocker beaucoup plus d'énergie sous forme de gaz ou d'hydrogène dans le sous-sol qu'on peut le faire sous forme de batterie. Donc il y a vraiment aujourd'hui une complémentarité qui va se renforcer dans les deux sens, aussi bien pour pouvoir aider le système électrique à remplir ou à produire suffisamment ou à alimenter suffisamment en électricité en hiver, mais aussi à pouvoir valoriser et à capter cette électricité qui est en excédent en été. Donc aujourd'hui, les technologies arrivent. Le stockage d'hydrogène, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, qui est peu développé parce qu'il n'y avait pas d'usage, pas de besoin. Mais on voit qu'aujourd'hui, l'hydrogène est un vecteur énergétique qui a le vent en poupe, en tout cas qui est dans toutes les stratégies énergétiques maintenant des pays en Europe et de la Commission européenne, et il y a une vraie volonté de développer cette nouvelle filière. Un des challenges aujourd'hui, ça va être cette transition vers le gaz naturel, du gaz naturel vers l'hydrogène. Comme c'était dit tout à l'heure, il ne faut pas qu'on aille trop vite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout de suite convertir à l'hydrogène, notamment les stockages, parce que le système gazier va encore perdurer pendant un certain nombre d'années. Il faut qu'on continue toujours à donner de la flexibilité à ce système gazier qui va ensuite être transféré vers le système électrique. Donc il va y avoir une période où il va falloir qu'on jongle entre des infrastructures en hydrogène, des infrastructures toujours en gaz naturel ou en gaz vert, en tout cas du méthane. Et aujourd'hui, l'un des enjeux, ça va être de pouvoir financer ces nouvelles infrastructures. On ne va pas être tout de suite dans de la conversion d'infrastructures, mais dans la construction de nouvelles infrastructures. Et aujourd'hui, on voit notamment en France que les pouvoirs publics mettent beaucoup l'accent sur la production d'hydrogène, ce qui est bien, parce qu'il faut aider aussi à créer une offre d'hydrogène pour que les clients qui peuvent être intéressés par cette nouvelle énergie puissent faire le pas et aient une offre à disposition. Par contre, pour pouvoir alimenter ces clients dans des quantités importantes, notamment les industriels qui veulent se verdir, il va falloir des infrastructures pour pouvoir transporter cet hydrogène, pour pouvoir le stocker. Donc il y a des projets qui commencent à émerger, mais il faut vraiment qu'il y ait un besoin des pouvoirs publics pour aussi aider cette nouvelle filière de l'hydrogène, production mais aussi infrastructure. Ok. Alors, on a bien compris en quoi le stockage est une activité clé pour assurer la robustesse du système énergétique. Merci. Mais est-ce que cette capacité de flexibilité peut seulement être obtenue par des moyens physiques, comme vous venez de le décrire, Monsieur Berthet, ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres leviers qui pourraient être utilisés pour assurer cette flexibilité? Là, je me tourne maintenant vers Monsieur Clérec du côté d'Energy Pool. Quel est le rôle que vous voyez pour les agrégateurs dans cette perspective de plus forte interaction entre les réseaux? Alors ça tombe bien, j'étais présent, donc je vais pouvoir apporter une solution. Je pense que on a effectivement eu la partie physique, production, stockage, et du côté des consommateurs, les consommateurs peuvent aussi quelque part stocker entre guillemets l'énergie via la flexibilité. Donc peut-être quelques fondamentaux. Energy Pool, donc c'est une vieille start-up et une jeune PME qui développe un produit un peu particulier qui est la flexibilité de consommation. Donc l'idée essentielle, c'est le rôle que nous jouons Energy Pool, c'est d'aller voir les industriels
on identifie la flexibilité de consommation qu'ils peuvent mettre en œuvre et nous la mettons à disposition du système électrique. Et quelque part, ça permet de déplacer de la consommation des moments où il y a des besoins des besoins d'effacement de la part du système vers des moments où l'énergie est en excès. Et quelque part, c'est déplacer de l'énergie, c'est faire du stockage. Donc c'est du stockage virtuel que nous mettons en œuvre. Et si on regarde la transition énergétique, on avait ce matin un exposé de RTE qui était absolument impressionnant. Donc on va voir d'une part de plus en plus d'énergie renouvelable, donc intermittente. Qui dit intermittence dit besoin de stockage, besoin de flexibilité. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément c'est l'électrification des usages et notamment de l'industrie. Donc on citait ce matin l'évolution entre aujourd'hui où on dépense à peu près, on consomme 115 TWh d'énergie électrique. En 2050, on devrait arriver à 180 TWh. Donc les besoins d'énergie électrique vont augmenter et derrière, les besoins de flexibilité vont augmenter. Et ces besoins de flexibilité, RTE les a chiffrés, les ordres de grandeur, c'est entre 13 et 17 gigawatts de flexibilité qui sera requise à l'horizon 2050. C'est des ordres de grandeur, vous n'êtes pas familier. Si on prend la PPE gouvernementale, aujourd'hui la flexibilité c'est 2 gigawatts. La PPE 2026, on va jusqu'à 6. Et l'objectif 2050, c'est d'aller jusqu'à entre 13 et 17. Et dans cette optique-là, de plus d'énergie et de plus de besoin de flexibilité, il y a un enjeu majeur quelque part de capacité de stockage sur laquelle on peut compter, c'est l'hybridation. L'hybridation des procédés, la transformation des procédés industriels qui permet de remplacer l'utilisation d'une énergie par 2 énergies, voire 3 énergies. On peut imaginer plusieurs sources d'énergie. Et derrière, de jouer sur différents leviers. On peut utiliser l'énergie électrique quand elle est disponible. On peut switcher sur le gaz. On peut faire varier cette consommation sur le très très court terme, à la milliseconde, à la seconde, et aller plus loin vers le jour J, J+1, aller vers la fenêtre météo. Et ça donne des moyens importants de flexibilité. Ça va permettre quoi de petit 1, il y a des enjeux économiques d'optimisation du système électrique. Et petit 2, c'est aussi une façon de mitiger les risques et d'être capable de faire face à des situations comme on voit aujourd'hui où le gaz est de façon très conjoncturelle pas du tout disponible. Je switch sur l'électricité. C'est une façon aussi de dérisquer les approvisionnements en énergie et ça c'est un enjeu majeur des consommateurs d'énergie. Et on voit bien là la complémentarité des réseaux physiques, gaz, électricité, et les industriels, en tant que consommateurs, peuvent jouer un rôle extrêmement important dans ce domaine. Voilà l'objectif long terme qu'Energy Pool se fixe en développant cette possibilité d'hybrider les énergies. Ok, merci, c'est très clair. On aura l'occasion de redévelopper ce point tout à l'heure. Merci pour ces éléments de prospective à tous les trois. On a bien compris la vision de ce que devait devenir le système énergétique de demain et les différents rôles complémentaires entre les réseaux, le stockage et la flexibilité industrielle. Mais la question maintenant est de savoir quelle stratégie on met en œuvre actuellement pour atteindre cette vision. Monsieur Guelpa Bonaro, pouvez-vous nous expliquer quelle est la stratégie de planification territoriale développée par la métropole de Lyon pour que les réseaux énergétiques de la métropole, dont la métropole est propriétaire, se transforment conformément à la vision qui a été précédemment décrite? Oui, alors rebonjour à tous et à toutes. Côté métropole de Lyon, depuis 2020, on s'appuie beaucoup, on va dire intellectuellement, sur le scénario négawatt, qui, vous connaissez, je pense, toutes et tous, sobriété, efficacité et renouvelable, pour ce qu'il est obligatoire de consommer. Et je vais commencer par le renouvelable, et c'est encore plus en lien avec le sujet d'aujourd'hui, où en fait, dans ma feuille de route développement des énergies renouvelables, il y a vraiment les 3 grands types d'énergie qui sont dans le titre de la conférence: chaleur, gaz et électricité. Chaleur avec le développement des réseaux de chaleur urbains,
On a actuellement 83 000 équivalents logements raccordés au réseau de chaleur urbain. L'idée, c'est de passer d'ici 2030, et peut-être même avant si possible, à 200 000, donc quasiment multiplié par 2,53, avec des raccordements et des sécurisations, des nouveaux réseaux à créer sur l'ouest, sur l'est, des extensions. Donc voilà, les réseaux de chaleur urbain produits notamment avec l'incinération des déchets et des chaufferies biomasse. C'est un des gros axes et contributeurs de l'objectif de multiplier par 2 les consommations d'énergie renouvelable sur le territoire de la métropole de Lyon. Pour là où on ne peut pas se raccorder au réseau de chaleur urbain, on a 2 dispositifs qui sont la prime éco-chaleur pour les entreprises, les collectivités, les associations, les promoteurs aussi et les bailleurs, où la métropole, via aussi le fonds chaleur de l'ADEME, va financer des études et des travaux pour l'installation de solaire thermique, de géothermie, de biomasse et de petits réseaux de chaleur urbain, ou de réseaux de chaleur urbain tout court. La métropole de Lyon fait régulièrement appel à sa propre aide, la prime éco-chaleur, pour les études de FESA sur les réseaux de chaleur urbain. Ça, c'est pour la chaleur. On a aussi la prime air bois, qui va accompagner les particuliers pour qu'ils changent de système de chauffage individuel et polluant. Alors on est plus sur l'enjeu pollution de l'air que vraiment neutralité carbone, mais c'est quand même, ça contribue à l'efficacité énergétique de ces systèmes de chauffage-là. Et l'idée, c'est aussi pas qu'ils passent aux radiateurs électriques basiques quand ils arrêtent avec leur poêle à bois. On a ensuite le vecteur gaz, qui est un vecteur très important, et je remercie Grégoire parce que GRDF est un partenaire précieux et très pédagogique et régulier de la métropole de Lyon sur ces enjeux. Et on vient de passer une délibération pour lancer, comme on le fait à la Fessine, avec 6 gigawattheures par an de gaz injecté dans le réseau. L'idée, c'est de faire la même chose à Pierre-Bénite, sur la station d'épuration de Pierre-Bénite, et ça permettrait de multiplier par 9 la production de biogaz sur le territoire de la métropole de Lyon, avec l'ambition, d'ici 2032-2035, de faire la même chose avec les boues de Saint-Fond, la station d'épuration de Saint-Fond, qui est juste de l'autre côté du Rhône, et de passer alors à 100 gigawattheures produits par an. Ce serait un grand pas dans une forme de résilience énergétique du territoire. Donc ces sujets avancent. Et puis on a enfin le dernier sujet de l'électricité. Quand on pense à l'énergie, on pense souvent au débat renouvelable, photovoltaïque, éolien versus nucléaire. Là, encore une fois, on prouve que ce n'est pas du tout le cas. C'est le dernier vecteur que j'aborde. Pour rappel, quand même, 40% de l'énergie consommée sur la métropole de Lyon, c'est pour de la chaleur. Donc voilà. Utiliser l'électricité comme on l'a fait pendant 30 ans pour faire du chauffage dans les logements, on ne peut pas dire que ce soit très optimal. C'est comme si vous mettez à la cuisine, c'est-à-dire vous aurez à manger, mais ce n'est pas dit que ce soit forcément très efficace. Du coup, l'électricité renouvelable, ça va principalement passer par le photovoltaïque sur la métropole de Lyon. On ne va pas pouvoir mettre d'éoliennes sur la presqu'île ou sur Fourvière. Je pense que c'est une très mauvaise idée. Donc on va plutôt s'orienter vers le photovoltaïque. On a une métropole très bâtie, avec beaucoup de toits, et donc des toits qui peuvent être solarisables, des grandes barres d'immeubles, des grands centres commerciaux aussi. Et puis on a des collèges, et puis on a des parkings, on a des sites pollués aussi. Donc on a déjà identifié un certain nombre de fonciers qui vont être solarisés dans les années à venir. L'idée, c'est de multiplier par 5 la production d'électricité renouvelable via photovoltaïque d'ici 2030. Et ce que je voudrais ajouter enfin, c'est qu'on n'arrivera pas à la neutralité carbone et à cette aussi articulation des réseaux sans baisser nos consommations d'énergie. C'est vraiment important à rappeler. Comme je le disais, on a grandi dans une époque d'ébriété énergétique. Quand on parle de sobriété énergétique, c'est en opposition avec de l'ébriété énergétique. On est un peu camé aux énergies fossiles. Et donc on a un besoin de réduire fortement les consommations par de l'efficacité énergétique. Donc c'est de l'intelligence aussi, c'est rénover les bâtiments pour qu'ils arrêtent d'être des passoires énergétiques. Et puis il y a un enjeu de maîtrise de la demande en énergie. Et c'est là aussi où votre initiative, elle contribue à une forme d'intelligence énergétique. J'aime bien parler de sobriété, mais j'aime bien aussi parler de sagesse énergétique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on consomme de l'énergie pour vivre. Il ne faut pas non plus dire... Il faut se dire les choses. Et donc, quitte à en consommer, autant être un peu malin, un peu plus intelligent que ce qu'on a été jusqu'à présent. Et les systèmes de stockage sont un outil d'intelligence énergétique. Et donc, on doit maîtriser la demande et accepter peut-être,
qu'on doit avoir un équilibre entre devoir assouvir tous nos besoins énergétiques à l'instant T et, comme on le faisait avant les années 40, avoir une utilisation de l'énergie au moment où elle est disponible. Je pense qu'on peut trouver un juste milieu et les systèmes de stockage sont un parfait exemple d'intelligence énergétique pour la sobriété énergétique. Voilà. C'est un peu la stratégie de la métropole de Lyon. Merci pour cette présentation des choses qui est particulièrement claire, c'est-à-dire qu'au-delà du thème de la complémentarité entre les réseaux, c'est la problématique plus large, c'est la gestion de l'énergie. Et en effet, la première action, ça doit bien être la sobriété énergétique. Et c'est vrai qu'on a finalement assez peu parlé dans la première partie de prospective de la partie chaleur. Vous faites très bien de le rappeler que finalement la chaleur c'est 40 à 50% de l'énergie consommée en France et que tous les efforts qui pourront être faits sur le développement de chaleur renouvelable et de réseaux de chaleur, ce sera de la tension en moins pour les réseaux d'électricité et de chaleur et donc plus de flexibilité justement et moins d'efforts aussi à réaliser pour le consommateur final. On a beaucoup parlé de réseau jusqu'à présent, c'est normal puisque c'est le thème de la table ronde, mais est-ce que plus largement cet enjeu de la complémentarité entre les vecteurs énergétiques, c'est pas justement aussi une question d'usage que l'on fait de ces énergies? Monsieur Clérec d'abord et puis Monsieur Bum ensuite si vous voulez bien. Est-ce que vous pouvez nous donner chacun un exemple concret sur lequel vous travaillez actuellement pour déployer l'hybridation dont vous parliez tout à l'heure entre les énergies au niveau des consommateurs? Un exemple concret vraiment pour qu'on puisse matérialiser ce que ça veut dire. Alors, oui, je pense que ce matin en plénière, il y avait une réaction d'indignation d'un des orateurs qui disait c'est le call to action, c'est vraiment le moment d'agir. Et il invitait les acteurs, et notamment les industriels, à se lever et agir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, on le fait de façon collective, et ça c'est un point intéressant. Et on le fait avec du lourd, donc c'est de la sidérurgie. On a un exemple en ce moment avec Ugitech. Donc Ugitech, c'est le premier, c'est un des trois grands producteurs d'acier inoxydable dans le monde. Ils sont basés en Savoie et on a un gros projet avec eux qui vise en fait à hybrider un de leurs grands fours de préchauffage. Ils ont un énorme laminoir qui est chauffé au gaz et on leur a proposé et ils ont acté l'idée de l'hybrider, c'est-à-dire de rajouter en fait des épingles radiantes, intelligentes, qui permettent de chauffer soit au gaz, soit à l'électricité et de pouvoir basculer de l'un à l'autre. Alors, les points importants, c'est de se dire que petit 1, ça se fait en partenariat. Hein, c'est pas un travail. Il y a beaucoup d'intelligence finalement collective à mettre en œuvre entre l'industriel, le technologue, la partie qui peut apporter l'innovation technologique, Energy Pool qui apporte quelque part la gestion intelligente au sens gestion des données, interaction avec les marchés pour valoriser ça. Et au bout du compte, l'objectif, c'est vraiment de donner à l'industriel de nouvelles manettes qui vont permettre de très simplement produire, générer moins de CO2. Il y a 7000 tonnes de CO2 par an qui vont être réduits dans un délai très très bref. Et puis de faire face de façon très concrète à des pénuries de gaz, des pénuries d'électricité. Les 200 heures où on n'aura plus d'élec, on switchera au gaz en espérant que le stockage de gaz sera là pour y répondre. Et fondamentalement, ça permet de maîtriser, diminuer les coûts et diminuer les risques tout en réduisant les émissions de CO2. Donc c'est du gagnant-gagnant. Et on le fait avec Tenerdis puisque derrière, il y a tout cet écosystème dont on a besoin pour chercher de bonnes idées. Donc ça ne se fait pas tout seul. Et ça se fait avec les acteurs de la région. Donc ça, je suis vraiment ravi de le faire dans la région Rhône-Alpes. Beau projet emblématique du pôle, en effet. Absolument. Merci. Et Monsieur Baum, si vous voulez compléter sur des exemples concrets portés par GRDF. Oui, alors ça va tout à fait dans le sens de ce qui vient d'être dit. Nous aussi, on veut absolument promouvoir cette hybridation aussi des usages. Tout à l'heure, je parlais plus en amont du réseau, mais c'est tout à fait vrai aussi en aval. On a des pompes à chaleur ELEC qui se développent extrêmement vite. Ça fait partie de cette intensification des usages ELEC. On propose de les hybrider avec des packs qui soient des packs ELEC gaz, c'est-à-dire que c'est une pack ELEC non pas surdimensionnée, mais juste dimensionnée,
et puis un module intelligent qui le relie à une chaudière biogaz et qui permet de passer d'une énergie à l'autre en fonction du prix des énergies, en fonction des températures, et qui répond exactement à ce dont on vient de parler. Et puis je trouve qu'il y a un autre paramètre qu'il faut prendre en compte dans cette intelligence à avoir pour passer d'une énergie à l'autre, c'est le coût, parce qu'il faut faire une transition énergétique, mais peut-être pas à n'importe quel coût. Les réseaux, de toute façon, vont devoir être transformés, adaptés, que ce soit le réseau de gaz comme le réseau d'élec, parce qu'on part d'un système où ils ont été construits de façon centralisée en termes d'injection à des injections décentralisées liées aux énergies renouvelables. Alors, le réseau gaz, son adaptation, ça va coûter environ 10 milliards d'euros pour le renforcer et permettre les injections de biométhane sur l'ensemble du territoire. Le réseau d'élec, son renforcement, il est chiffré entre 250 et 350 milliards. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais il faut avoir une notion de ses coûts et avoir aussi la bonne intelligence pour faire les investissements au bon moment et que ce soit aussi un paramètre qui soit pris en compte. C'est des chiffres qui ne sont pas anodins, en effet. Est-ce que dans les chiffres pour le réseau de gaz que vous incluez, ça inclut la partie stockage? Je me tourne peut-être vers vous, Monsieur Berthet, sur la partie investissement, notamment pour le stockage en cavité saline d'hydrogène. Est-ce qu'on a un ordre de grandeur de l'enveloppe qu'il faudra développer pour ça? Alors, aujourd'hui, c'est en train d'être chiffré. Sachant qu'il va y avoir deux manières en fait, de développer du stockage d'hydrogène. Ça va être déjà de la conversion de cavités existantes, donc là plutôt avec un moindre coût. Par contre, on voit que les capacités de stockage à 2050 en hydrogène vont être bien plus importantes que les capacités existantes de gaz naturel. Donc il va falloir développer de nouveaux stockages. Donc ça, c'est vraiment une feuille de route qu'il faut construire. Et en complément de ce qui vient d'être dit, c'est vrai que la complémentarité, elle doit vraiment aussi être pensée en termes de coût pour l'utilisateur final et voir quelles sont les optimisations qui sont possibles. Si on prend un exemple un peu caricatural, si on faisait du tout électrique, donc il n'y avait plus de gaz du tout, ça veut dire qu'il faudrait qu'on développe des capacités de production électrique qui permettent de passer la pointe de consommation. Et en France, on a une utilisation de l'énergie qui est aussi très liée finalement au chauffage, donc avec une forte variation de la demande entre l'été et l'hiver. Donc on serait obligé de surdimensionner finalement des capacités de production d'électricité pour pouvoir passer la pointe, et une pointe qui n'arrive pas forcément tous les ans, mais sur des hivers très froids, il faudrait qu'on puisse passer cette pointe-là et donc avoir des capacités qui, peut-être 90 ou 95% du temps, ne seraient jamais utilisées. Et ça a un coût pour la collectivité. Donc cette complémentarité entre les réseaux et la flexibilité que peut apporter le système gaz, le système élec, c'est vraiment essentiel aussi dans la conception du système futur et pour l'optimisation finalement du coût pour avoir une énergie qui soit toujours disponible, mais aussi qui soit acceptable en termes de coût par la collectivité. Oui, c'était un des points qui ressortait notamment de l'étude sur les futurs énergétiques de RTE, qui mettait en avant qu'on ne pouvait pas raisonner uniquement en comparaison de coûts entre technologies de production d'énergie, par exemple, mais qu'il faut bien raisonner en coût complet pour l'ensemble du système énergétique et qui va inclure la partie stockage, la partie flexibilité et la partie multivecteur en fait, entre les différents réseaux. Et c'était bien une des originalités, en tout cas, du rapport qui a été publié l'année dernière à ce sujet. Donc, je ne sais pas si vous avez, vous, au niveau des intervenants, des compléments à apporter par rapport à ce qu'on vient de dire, avant de passer au temps de questions-réponses avec la salle. Ça vous paraît? Juste un point pour revenir là-dessus. Je pense que pour revenir sur ce besoin de flexibilité, on parlait tout à l'heure de la flexibilité de la consommation des foyers. On parlait aussi de l'industrie. On est vraiment au début de cette aventure. C'est pour beaucoup aussi une question de gestion de la donnée, de faire en sorte que les consommateurs s'approprient cette donnée et soient capables derrière de mettre en œuvre des stratégies. Alors, elle ne sera pas la même pour un foyer, pour une entreprise ou pour une métropole, mais fondamentalement, il y a un potentiel absolument gigantesque. Et quand on regarde les ordres de grandeur, la flexibilité, c'est les coûts, la gestion de la flexibilité de la consommation, c'est des coûts au niveau du gouvernement, c'est quelques millions d'euros par an. On parle de 10 milliards pour le renforcement du réseau gaz, 100 milliards pour le réseau électricité. Il y a vraiment des ordres de grandeur
totalement disproportionné et on a un énorme potentiel, un gisement technico-économique qui est immense devant nous. Et en complément aussi, je voulais insister d'une autre façon sur cette idée d'intelligence. On parlait juste avant la conférence avec Grégoire de la sortie du fuel, des enjeux, comment on accompagne la sortie du fuel, qui est une énergie extrêmement carbonée, de plus en plus chère, extrêmement polluante aussi. Et on doit vraiment faire preuve de pragmatisme, dans le sens où il y a des endroits où on peut remplacer rapidement du fuel par une énergie renouvelable tout de suite. Il y a des endroits où on peut raccorder au réseau de chaleur urbain. Il y a peut-être des endroits où temporairement il faudra passer par du gaz. Et il faut l'accepter et vraiment avoir cette idée en tête que la transition c'est progressif. On peut avoir maintenant un changement d'énergie, puis dans 20 ans un autre changement d'énergie, au moment où la solution sera un peu plus mature. Il faut vraiment l'accepter, le dire aussi, être un peu pédagogue, parce que c'est pas évident dans tous les réseaux. Parfois, quand on parle d'énergie, ça part vite, on va dire. Et vraiment faire cette transition progressive, mais vraiment volontaire, vraiment y aller. Donc mettre les moyens, ne pas réduire les crédits sur les sujets d'environnement, que ce soit au niveau de l'État ou à d'autres niveaux de collectivité. Je compare souvent l'énergie au sang qui est dans notre corps. C'est exactement la même chose. Un réseau de chaleur urbain, c'est le cœur, les artères, les veines, c'est exactement la même chose. Donc, prenons exemple sur la nature, et le cœur, il est renouvelable, jusqu'à un moment, évidemment. Mais voilà, mettons tout pour que les sources d'énergie soient vraiment renouvelables, parce qu'on a la chance d'avoir le soleil qui nous irrigue, et évitons de repartir sur des solutions très techno qui nous engageraient pour plusieurs siècles d'une façon pas vraiment renouvelable. Voilà. Je voulais juste rajouter un point, je trouve, qui est important sur la réalité des gaz verts. Le biométhane, on en parle, ça accélère, on double à peu près le nombre d'unités présentes sur le territoire chaque année. Fin 2020, on n'en avait pas 200, on en a maintenant 385 ou 390 à l'heure actuelle. Ça accélère. Pour autant, aujourd'hui, il ne remplace pas encore tout le gaz naturel. L'objectif, c'est que en 2050, on ait 100% de gaz vert dans nos réseaux. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas en retard sur nos temps de passage. L'État nous avait attendu avec 6 TWh en 2023. On est en 2022 et on est à 6,6. Donc on est en avance et c'est hyper positif. Donc on croit vraiment à cette capacité qu'a le biométhane d'aller remplacer le gaz naturel pour décarboner l'ensemble du système. Merci. On a 5 minutes pour prendre quelques questions dans la salle. Je ne sais pas s'il y en a. Levez la main pour que je vous amène un micro. Oula. Oui. Bonjour à tous, Youssef Chraïbi, je suis gestionnaire de réseau gaz et élec dans la région grenobloise. Et la question que j'avais pour vous, c'est quels seraient selon vous les éléments qui feront que l'on puisse commencer à aller dans cette voie? Vous avez parlé de cas industriels, donc plutôt d'incentives plutôt financiers ou d'industriels. Vous avez parlé de politique métropolitaine. Alors comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin sur la maille nationale? Est-ce que c'est uniquement des initiatives individuelles, industrielles, particulières, etc. qu'on va essayer de favoriser? Est-ce que c'est de la régulation, de la contrainte forte? Est-ce que c'est de la régulation nationale, de la régulation plutôt des contraintes ou des incentives locaux? Quels sont selon vous quatre les meilleurs moyens pour pouvoir avancer? Je vais peut-être commencer. Comme on le disait ce matin, c'est call to action, levez-vous. Donc le cadre est tout à fait favorable. Les outils existent. Les outils de financement sont là. Il y a jamais, l'argent n'est pas un problème. Donc le projet dont je parlais ce matin, là, c'est l'ADEME qui ouvre des guichets de façon extrêmement régulière. Pour vous donner une idée, l'ADEME devrait, j'espère, on attend la validation, mais financer 40% de l'investissement du projet. Donc c'est juste, l'idée c'est je me lève, je passe à l'action, les guichets sont là, c'est de l'audace dont on a besoin. Alors, je suis très heureux d'entendre que l'argent n'est pas un problème. Pour les collectivités, c'est malheureusement pas aussi simple. Et moi, je crois beaucoup à la démocratie. Et pour qu'on ait des décideurs au niveau de l'Europe et de l'État qui nous engagent vraiment et qui mettent les moyens pour faire cette transition,
il y a besoin qu'on partage collectivement les constats, donc les rapports du GIEC et tous les scénarios qui ont eu lieu, RTE qui est extrêmement intéressant, Niawatt, etc. Il y a énormément d'élus qui sont, je vais le dire, un peu profondément incompétents en termes d'énergie. On en parlait tout à l'heure avec Ténerdis, il y a un vrai besoin de monter en compétences générales et pas que des élus de la population. Les élus représentent la population, hein, donc si les élus sont incompétents, c'est peut-être aussi qu'une partie de la population n'a pas encore compris tous les enjeux et tout ce que le retard, chaque année de retard dans la transition va impacter sur nos modes de vie des gens qui seront encore vivants là en 2030, en 2040, en 2050. Donc il y a la pédagogie et avoir le courage de mettre en place des décideurs politiques qui sont capables de voir les choses et d'avancer concrètement sur la transition énergétique. Moi, j'ajouterais un point, c'est sur la réglementation quand même. On a besoin aussi qu'il y ait une forme de flexibilité et d'accélération sur les changements de réglementation. On a besoin, je parlais du biométhane, qui soit parfaitement reconnu comme une solution verte et renouvelable dans le bâtiment notamment. On a besoin aussi d'une réglementation qui s'adapte et qui aide à ce qu'un projet de méthanisation, quand il est décidé par un agriculteur, il n'y ait pas des mois ou des années avant d'avoir l'ensemble des autorisations. Et cette souplesse, on est en train de la demander en ce moment au gouvernement, à travers les cahiers d'acteurs que GRDF rend sur la stratégie française énergie-climat, pour qu'on ait cette souplesse. Parce qu'on a besoin, il y a une urgence qui est liée notamment à la situation géopolitique, mais l'urgence, c'est aussi cette urgence climatique. Donc on a besoin aussi d'avoir une réglementation qui sache s'adapter. Merci. Et un petit complément sur ce que disait M. Clérec. Quand on parle de 40% de financement de l'ADEME, c'est plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros par projet. Hein. Donc c'est vraiment quand même des sommes qui sont extrêmement conséquentes. Une dernière question avant de clore cette table ronde. On a déjà bien mangé le temps. Merci. Bonjour, Michel Croix, je suis senior advisor dans l'hydrogène bâtimentaire. J'ai une question pour GRDF. Je voudrais savoir quel est le calendrier pour l'ouverture réseau hydrogène, en sachant... Vous m'entendez pas? Si. Oui. Je voulais savoir quel est le calendrier pour l'injection hydrogène dans le réseau au niveau de GRDF, en sachant que les Allemands sont en avance sur nous, et que l'année prochaine, 600 000 foyers anglais vont être alimentés en hydrogène avec des chaudières full hydrogène. Merci monsieur, c'est une très bonne question qui rejoint encore le point que je viens d'aborder avant, celui de la réglementation, parce que GRDF ne l'attend pas cette réglementation pour faire des expés et être au point. Sur l'hydrogène, il y a d'abord la capacité qui a été testée, notamment dans le nord de la France, d'injecter de l'hydrogène mélangé au CH4, au méthane, dans nos réseaux. Et ça, le test a été fait jusqu'à 20% d'hydrogène en mélange, et ça fonctionne. Et ça fonctionne aussi avec les usages actuels, les chaudières qui sont en place. Donc ça, on a prouvé la capacité à faire. L'autre système, bien sûr, c'est être capable de distribuer. GRTgaz se lance le transport de l'hydrogène et GRDF veut être un acteur de cette distribution. Alors, est-ce que ça sera GRDF, une fois de plus, ou une nouvelle filiale, hein, parce qu'on a une activité réglementée pour distribuer aujourd'hui le gaz naturel? Ça, je ne sais pas. C'est des formes juridiques et réglementaires qui ne dépendent pas de nous. Mais en tout cas, on fait tout pour être présent et être en capacité de le faire dès à présent. On a un directeur hydrogène qui a été nommé en 2021 chez GRDF. C'est donc un signe très fort d'y aller. Et notre directrice générale a choisi qu'un projet soit réalisé en hydrogène pur d'ici 2025 et porté par GRDF. Voilà, sur la distribution, bien sûr. Donc on met tout en œuvre pour y arriver et il faudra que la réglementation nous le permette aussi. Merci pour ces réponses très claires. Je voudrais donc clore cette table ronde en attirant votre attention donc à vous au niveau des intervenants, mais aussi au niveau de toutes les personnes dans la salle, sur une consultation publique qui a été lancée par le gouvernement pour recenser les initiatives qui peuvent être mises en œuvre à court et moyen terme pour optimiser les synergies entre gaz, électricité et chaleur dans le contexte de la résilience du système énergétique face à la crise ukrainienne. Donc ces initiatives qui sont à recenser, hein, ça peut aussi bien couvrir l'innovation technologique, l'innovation dans les services,
les besoins dans les domaines réglementaires, on vient d'en parler, l'organisation ou les modèles d'affaires, ou encore des changements d'échelle dans le développement et le déploiement des solutions. Donc si vous avez des solutions à faire connaître, n'attendez pas pour vous connecter sur la plateforme. Donc vous pouvez trouver le lien vers cette consultation publique via le profil LinkedIn du comité stratégique de filière industrie des nouveaux systèmes énergétiques. C'est leur dernier post en date. Cette consultation publique se clôt le 18 avril, donc lundi. Donc voilà, si vous avez quelque chose à faire connaître, n'hésitez pas. Merci à tous les quatre pour votre participation et ces échanges très qualitatifs. Merci à vous qui nous avez écoutés. Si vous voulez continuer à discuter du sujet, je vous donne rendez-vous sur le Village Stellaire 10 à 13h30 pour une intervention de Pauline Évrard-Guespin, qui est directrice territoriale Alpes Isère de GRDF. Merci à tous.